Bonjour à toutes et à tous, je suis Ingrid Terwad, journaliste à Courrier International et je vous souhaite la bienvenue dans ce débat qui a lieu au sein du deuxième forum professionnel des alumni des lycées français du monde, qui est une organisation, l'association des anciens élèves des lycées français du monde. La LFM rassemble 8000 personnes, 8000 inscrits, 132 nationalités, 71% de ses membres ont entre 18 et 30 ans, l'immense majorité parlent au moins 3 langues, presque tous sont polyglottes, donc c'est une ressource précieuse, une ressource sociale, une ressource économique précieuse, et c'est pour ce volet économique et pour faire une mise en relation avec le monde de l'entreprise que la LFM a voulu organiser ce débat aujourd'hui. Donc je suis en compagnie de plusieurs intervenants qui vont nous parler de comment on peut faire pour doper son employabilité à l'étranger dans cette période si particulière marquée par la pandémie. Alors, nous avons avec nous Didier Akoueté. Bonjour Monsieur Akoueté. Bonjour madame. Vous êtes président du cabinet de recrutement Afrique Search depuis 1996, vous l'avez fondé d'ailleurs à cette date-là. C'est le premier cabinet international de conseil en recrutement et ressources humaines spécialisé en Afrique. Vous officiez aussi sur les ondes de RFI dans la très bonne émission 7 milliards de voisins aux côtés de ma consoeur Emmanuelle Bastide. Dans ce cadre, vous délivrez des conseils aux entrepreneurs et aux aspirants entrepreneurs. Vous avez reçu plusieurs prix, dont le prix de l'entrepreneur africain de l'année en France. En 2012, il y a presque 10 ans maintenant, vous avez cofondé la première chambre de commerce Afrique-Asie du Sud-Est basée à Singapour. En 2014, vous avez lancé avec la Banque africaine de développement, la SFI, Afreximbank et Ecobank, le premier grand forum de financement des PME africaines. Est-ce que les entreprises recrutent encore en ce moment? Qu'est-ce que ça a changé dans le recrutement, notamment en Afrique? Les entreprises recrutent encore. Il y a eu, c'est vrai, une sorte de passage à vide l'année dernière avec bien sûr la crise sanitaire, mais les entreprises ont repris les recrutements parce qu'effectivement le business doit continuer, doit reprendre, et beaucoup d'entreprises avaient des projets en Afrique qui étaient restés en stand-by, donc les recrutements reprennent, mais pas au même rythme que nous les avions connus auparavant. Ce qui change aussi, c'est effectivement la digitalisation des processus, et aujourd'hui, nous recrutons des candidats sans les rencontrer physiquement, mais nous recommandons aux clients quand même de les rencontrer une dernière fois avant de conclure, parce qu'il y a quand même cette dimension, ce qu'on appelle les soft skills, l'attitude qu'on ne voit pas forcément très bien sur un écran, et donc la digitalisation est une composante essentielle maintenant dans tous les processus. Il nous est arrivé de recruter un directeur général que le client n'a jamais vu et qui a pris fonction dans un pays en Afrique de l'Ouest pendant la crise sanitaire. Donc, les entreprises, me semble-t-il, prennent aussi un petit peu en considération cette nouveauté. Est-ce que le continent africain est aussi impacté que l'Europe, par exemple, ou que l'Asie, que vous connaissez aussi très bien, par le Covid, ou pas du tout? Alors, le continent est impacté avec bien sûr un taux de létalité assez faible qui fait penser aux Africains que la crise n'est pas réelle. Et quand je tourne dans les pays, comme je l'ai encore fait ces dernières semaines, il y a un peu de relâchement parce qu'il n'y a pas beaucoup de morts comme on le voit aux États-Unis, en Europe. Donc, globalement, il y a un relâchement qui, à mon avis, n'est pas de bon augure parce qu'on voit bien que les cas augmentent et dans tous les pays où je suis passé, les cas augmentent. Donc, on craint quand même que ça ne s'aggrave si les mesures ne sont pas prises un peu plus sérieusement par les populations. Est-ce que les entreprises ont des craintes particulières ou des sujets d'incertitude, d'hésitation en ce moment, ou qui se sont accrus en ce moment avec la pandémie depuis 1 an, grosso modo? Clairement, c'est que comme il y a cette incertitude qui fait que personne ne sait en réalité, lorsque l'économie va redémarrer dans son ensemble, les entreprises ont tendance à freiner un petit peu leurs investissements. Nous avions un certain nombre de Mmh. gros projets avec des entreprises en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, qui ont été gelés pour l'instant. Donc, il y a quand même une crainte des lendemains qui freine l'investissement. Deuxièmement, compte tenu de la faible mobilité qu'on observe aujourd'hui, certaines entreprises recrutent un peu moins parce qu'il faut que quand même les candidats se déplacent, et sur certains postes qui ont des dimensions régionales, il faut aller voir les opérations dans les pays. Donc certains Mmh. postes sont gelés. Et puis troisièmement,
nous avons observé quand même dans les entreprises, face à cette baisse de certains projets investissements, des réorganisations, pas des licenciements massifs, mais des réorganisations avec quelques fonctions clés que ces entreprises intègrent, comme ceux qui vont faire le changement. On a renforcé certaines directions financières parce qu'on a quand même vu que la crise affecte malgré tout les entreprises, business fermé, impossible de voyager. Donc, les entreprises revoient un peu leur business model et donc nous allons sur certaines fonctions finance, restructuration, réorganisation un petit peu plus ces derniers temps. Justement, est-ce qu'il y a des types de profils aussi qui sont plus recherchés spécifiquement sur les différents marchés africains? Évidemment, comme il y a 54 pays différents marchés, il y a quand même une constante qu'on retrouve. Les entreprises veulent des spécialistes de certains sujets du moment, Mhm. mais aussi la possibilité pour ces personnes-là de pouvoir s'adapter, puisque on le voit, hein, certains métiers, mais on en parlera certainement tout à l'heure, certains métiers risquent de connaître des évolutions. Donc les entreprises nous demandent beaucoup d'adaptabilité pour les postes pour lesquels elles recrutent. Et donc nous sommes sur des fonctions de change management, des fonctions ressources humaines, des fonctions financières, des fonctions de réorganisation globalement. Et puis, comme je vous le disais, nous sommes aussi sur des opérations de réorganisation d'entreprise pour optimiser les compétences. Mais surtout, c'est une opportunité parce que certaines entreprises réalisent que leurs employés n'avaient pas forcément certaines aptitudes. Vous voyez, par exemple, lorsque nous sommes passés en télétravail dans beaucoup de pays en Afrique lors des confinements, bah, certaines entreprises ont remarqué que leurs employés, finalement, n'étaient pas, bien sûr, des digital natives, comme on dit, mais n'avaient pas l'habitude, finalement, d'utiliser les outils digitaux et de travailler chez eux, ou même certains n'avaient pas de connexion Internet chez eux ou des faibles débits. Donc, bah, ça a obligé aussi les entreprises à se réinventer et aussi à revoir un peu les aptitudes de leur staff, leurs employés, notamment la dimension digitale, la dimension télétravail. Et surtout, c'est que travaillant de la maison, vous voyez bien que le management a un peu du mal aussi à appréhender comment les collaborateurs travaillent, comment on collabore à distance. Donc, ce sont des sujets que nous avons observés en termes de besoin de monter en compétences de certains collaborateurs dans les entreprises pour lesquelles nous travaillons. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier qui recrutent plus que d'autres, qui ont des besoins spécifiques en ce moment? Et est-ce qu'il y a des marchés en Afrique, pour les entrepreneurs plutôt peut-être, qui seraient intéressants d'aller regarder de plus près? Dans l'absolu, il y a des opportunités un petit peu partout. Après, selon les pays, je vais vous parler par exemple de l'Ouganda, qui n'est pas un marché naturel forcément pour les francophones, mais les derniers voyages que j'ai faits en Ouganda montrent clairement que le pays est en train d'accélérer son industrialisation et surtout sa transformation agricole. Donc, beaucoup Mmh. d'opportunités dans le secteur agro-industriel. Et en plus, il y a eu des concessions pétrolières qui ont été octroyées. Et donc, on a eu des réunions pour voir comment certaines PME peuvent sous-traiter globalement dans l'industrie pétrolière avec donc toutes ces composantes. Quand vous allez, par exemple, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, qui aussi a lancé un processus de transformation de son industrie agroalimentaire, forcément, il y a des besoins dans ce secteur. Mais de manière globale, c'est qu'on voit que l'industrie du service, c'est-à-dire tout ce qui est télécom, services aux personnes et puis surtout Mmh. les infrastructures, c'est un secteur qui est extrêmement demandeuse en compétences. Quand je parle d'infrastructures, vous allez voir dans tous les pays que vous visiterez qu'il y a beaucoup de programmes de routes, de construction immobilière, de BTP de manière générale. Il y a une sorte de rattrapage dans les programmes d'infrastructures, des centrales énergétiques. Donc, ce secteur des infrastructures absorbe beaucoup d'investissements et recrute beaucoup. Malheureusement, il y a très peu d'Africains, pas suffisamment en tout cas, formés dans les métiers techniques, et on en discutera probablement après. Quand on regarde les formations dans lesquelles nous avons le plus de diplômés et de cadres africains, c'est beaucoup en gestion, en marketing, en finance, et très peu dans les métiers de l'industrie. Et donc, lorsque nous avons des recrutements à effectuer dans l'industrie sur des profils techniques, nous avons beaucoup de mal parce qu'il n'y a pas suffisamment de compétences disponibles sur le marché. Sinon, globalement, effectivement, le secteur agro-industriel, les infrastructures, les services, notamment les télécoms, et les services financiers
avec notamment l'évolution et le développement des fintech, ont tendance à créer aussi des appels d'air pour des profils orientés technologie, finance et de manière générale technologie, parce qu'on voit bien que la technologie s'invite dans la plupart des métiers et donc c'est une compétence qui devient transversale et qui est souvent demandée, mais le marché est plutôt, entre guillemets, porteur parce qu'il y a encore des investissements, même si c'est ralenti un petit peu par la crise sanitaire, et a priori ça devrait redémarrer d'ici le troisième trimestre. En tout cas, c'est ce que tout le monde espère et les indicateurs du FMI semblent indiquer que le continent devrait être résilient au niveau économique. Mais si l'économie mondiale va mal, forcément, le continent africain ira mal puisque nous savons que c'est une économie extrêmement extravertie. Alors, plaçons-nous du côté des gens qui postulent ou qui pourraient envisager de le faire. Vous avez parlé de l'Ouganda, vous avez parlé ensuite de la Côte d'Ivoire comme exemple de besoins sectoriels. On postule. Quels sont les conseils pour postuler dans des entreprises ougandaises ou ivoiriennes? Donc en Afrique anglophone, en Afrique francophone. Ce ne sont pas les mêmes attentes. J'imagine que ce ne sont pas les mêmes codes culturels non plus. On parle trop souvent de l'Afrique comme d'un bloc, alors que évidemment il y a des cultures et des cultures d'entreprise différentes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éclairages là-dessus? Alors, bon, sans tomber dans des clichés, mais globalement, ce qu'on constate dans les pays anglophones, c'est qu'on veut surtout savoir ce que vous savez faire et ce que vous Mhm. avez fait. Donc, c'est très pratique. Quelles sont vos compétences, quelles sont vos réalisations? Et donc, lorsqu'on postule, il faut donner beaucoup de faits. Alors, on commence à avoir également cette dynamique, bien sûr, dans les pays francophones, parce que les entreprises qui y sont dorénavant des entreprises globalisées. Dans les pays, bon, comme la Côte d'Ivoire, je donne la Côte d'Ivoire ou le Sénégal ou le Cameroun ou le Gabon. Alors, on veut bien sûr savoir ce que vous savez faire, mais le diplôme reste quand même un sésame, c'est-à-dire que les entreprises sont extrêmement regardantes sur la qualité du diplôme, la qualité de l'institution. Pour eux, c'est une sorte de clé d'entrée. Dans les pays anglophones, bien sûr, ils vont regarder, mais surtout ce que vous avez fait dans l'interview. L'interview est très pratique, hein. On a par exemple un bureau à Johannesburg et lorsque je regarde comment à Johannesburg les entretiens sont menés avec les candidats, même les rapports sont rendus aux clients, c'est vraiment voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il sait faire et voilà ce qu'on pense qu'il peut faire. Dans nos rapports dans les pays francophones, on va davantage parler de sa formation, de son expérience globale, etc. Bon, on va un petit peu donner un profil plus holistique que chez les francophones, que chez les anglophones, mais globalement, même dans les pays francophones aujourd'hui, le bilinguisme est quelque chose de très important. Mhm. Autant c'est une barrière pour les anglophones qui veulent venir de l'autre côté du marché francophone parce que très peu parlent français, autant dans l'autre sens, en Afrique francophone, c'est bien de parler anglais. Surtout que nous sommes, par exemple, quand on prend l'Afrique de l'Ouest, tu as deux gros pays comme le Nigeria, enfin un gros pays comme le Nigeria, et un autre pays de taille moyenne comme le Ghana font partie de l'espace CEDEAO. Donc, c'est bien d'avoir cette interaction anglophone-francophone dans ces régions-là. Merci beaucoup pour ces explications très claires sur la différence entre le monde anglophone, africain et francophone. Je pense que ça sera très utile et puis très rassurant aussi pour les anciens élèves des lycées français du monde. Je vais rester côté candidat et je vais passer la parole à Juliette Goyer. Vous êtes aujourd'hui avocate indépendante et pendant plus de 20 ans, vous avez exercé dans de grands cabinets d'affaires internationaux. Vous avez co-dirigé le département concurrence du cabinet White & Case pendant presque 15 ans, de 2004 à 2017. Vous êtes vous-même une ancienne élève d'un lycée français du monde, puisque vous étiez à Jean Monnet en Belgique, et vous êtes diplômée en droit d'Assas. Mais vous êtes aussi coach professionnel. Vous accompagnez dans leur carrière des managers, des cadres, des dirigeants, des consultants, mais aussi des avocats, des notaires et des juristes. Vous êtes formé à l'IFOD Paris, à l'école d'analyse transactionnelle d'Île-de-France. Vous êtes membre de l'European Mentoring and Coaching Council. Et vous êtes également, je le souligne, mentor de jeunes talents féminins en droit de la concurrence avec l'association We At Competition FR. J'ai envie de vous poser une question très basique et très simple pour commencer. C'est quoi l'employabilité? Merci Ingrid de me donner la parole. C'est un grand plaisir que j'ai aujourd'hui participé à cette table ronde pour partager
avec tous les anciens des lycées français du monde, dont je fais moi-même partie, comme vous l'avez dit, mes trucs de coach pour cultiver votre employabilité à l'international dans cette période si difficile et si incertaine qui est la nôtre aujourd'hui avec la pandémie. Alors en effet, je pense que c'est important de commencer par définir qu'est-ce qu'on entend par employabilité. L'employabilité, c'est l'aptitude que chacun a à trouver et à conserver un emploi, à progresser aussi et à s'adapter aux changements, et cela tout au long de sa vie professionnelle. On est plus ou moins employable en fonction de 5 critères. Il y a tout d'abord les connaissances et les qualifications que l'on a acquises, les formations et les diplômes que l'on a obtenus. Il y a nos expériences professionnelles, celles que l'on a accumulées tout au long de notre parcours. Et puis, il y a 2 critères fondamentaux sur lesquels je reviendrai tout à l'heure parce que ce sont vraiment eux qui vont faire toute la différence dans une recherche d'emploi. Ce sont les aptitudes et les talents particuliers qu'on a développés au cours de notre vie et aussi la manière dont on va les présenter à nos interlocuteurs. C'est tout ça, l'employabilité. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques trucs, quelques astuces, justement pour doper tout ça, pour doper son employabilité? Volontiers. Alors, avant cela, je souhaiterais simplement dire 2 mots sur le contexte actuel. C'est un contexte qui peut en effet rendre une recherche d'emploi plus difficile qu'à l'habitude, parce que, on l'a vu, et Didier à côté l'a souligné, il y a des pans entiers de l'économie qui ont été mis à l'arrêt, et puis les entretiens d'embauche se font le plus souvent à distance, ou alors, quand c'est en face à face, en général, on porte un masque. Et tout ça, ça va rendre les choses beaucoup plus difficiles parce qu'on perd tout un pan de la communication non verbale. C'est plus difficile de percevoir les signaux faibles, c'est plus difficile de tisser un lien de confiance, c'est tout simplement plus difficile de s'engager dans une nouvelle relation de travail. Et ça, c'est vrai pour les recruteurs comme pour les candidats. Maintenant, il faut garder à l'esprit que toute crise présente évidemment aussi des opportunités. Et moi, je vois 2 opportunités, notamment dans le contexte actuel. D'une part, c'est que si certains secteurs sont très impactés, voire complètement à l'arrêt, eh bien, il y a d'autres secteurs qui continuent de se développer et qui continuent à recruter. Donc, il y a des besoins. Et aujourd'hui, on voit que les embauches reprennent. Ensuite, globalement, s'il y a moins d'offres d'emploi, mais c'est aussi qu'il y a moins de candidats. Il y a moins de candidats parce que parmi ceux qui sont en poste, eh bien, certains s'estiment chanceux d'avoir un travail et vont préférer rester au chaud en attendant des jours meilleurs. Donc, ce sont autant de concurrents en moins pour ceux qui cherchent du travail. Donc, pour tirer parti de ces opportunités, eh bien, j'ai 3 recommandations générales qui sont: soyez ouverts, quel que soit votre secteur d'origine, soyez ouverts aux secteurs d'activité qui sont moins impactés par la pandémie, soyez ouverts en termes de mobilité géographique et soyez aussi ouverts à de nouvelles expériences. Par exemple, on en parlera tout à l'heure, je pense, comme le VIE. Ensuite, soyez audacieux. Puisque je l'ai mentionné, il y a un peu moins de concurrence parmi les candidats, c'est peut-être votre chance. Alors, même si vous n'avez pas 100% des compétences qui sont requises dans une fiche de poste, osez, allez-y, postulez. Si vous n'êtes pas retenu, votre candidature retiendra peut-être l'attention pour un autre poste. C'est arrivé récemment à une de mes clients que j'accompagnais en coaching. Et enfin, soyez proactifs. N'attendez pas que les choses arrivent d'elles-mêmes. Ça implique de se prendre en main. Cultivez votre réseau, mettez à jour votre profil LinkedIn, gardez le lien avec les personnes avec qui vous allez travailler. Si vous débutez, restez en contact avec vos anciens maîtres de stage. Faites-leur savoir que vous recherchez du travail. Faites-vous connaître des recruteurs et des chasseurs de tête et puis participez à des salons professionnels comme celui-ci. Et puis Ingrid, je reviens maintenant plus spécifiquement à votre question. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qui va faire la différence, et ça je pense que c'est pendant comme après la pandémie, ce sont, en termes d'employabilité à long terme, ce sont vos aptitudes et vos talents particuliers et la manière dont vous allez les présenter. Alors de quoi on parle?
Les aptitudes et les talents particuliers, ce sont finalement les qualités que vous avez développées dans votre vie et qui font la personne unique que vous êtes aujourd'hui. Et c'est par là qu'il faut commencer, à mon sens, pour débuter une recherche d'emploi. Alors, comment on fait pour identifier ces talents? Mais j'ai envie de partager avec vous la manière dont je procède avec mes clients en coaching. Je procède en 2 étapes. La première étape, c'est une étape d'introspection. Je vais vous demander de passer en revue, année après année, l'ensemble de votre parcours pour bien vous le remettre en mémoire. Chez vous, vous allez vous demander quel poste vous avez occupé, ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu. Et puis après, vous allez vous concentrer sur les pics de satisfaction. Ce sont, vous savez, ces souvenirs qui ravivent une petite étincelle dans vos yeux. Et puis, je vais vous proposer de vous demander pourquoi ça a été si important pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous avez été satisfait de vous-même? Et la deuxième étape va consister à établir une liste de vos réussites professionnelles. Vos réussites, ce sont les moments où vous avez résolu un problème, vous avez trouvé une solution, vous avez surmonté une difficulté pour parvenir à un résultat. Donc, prenez un papier et faites votre liste, en précisant à chaque fois où vous étiez, quel poste vous occupiez, quels résultats concrets vous avez obtenus et comment vous vous y êtes pris pour parvenir à ce résultat. Si vous êtes un jeune actif, si vous n'avez pas une grande expérience professionnelle, eh bien, écrivez aussi vos réussites académiques ou bien vos réussites dans la vie privée, comme par exemple dans le domaine sportif ou associatif ou culturel. Et puis, il y a une astuce pour bien présenter vos réussites, pour qu'elles soient percutantes, et ça sera le cas à l'écrit comme à l'oral. Pour décrire comment vous avez fait, utilisez des verbes d'action. Je vais vous donner un exemple qui concerne ma carrière d'avocate. Quand j'étais, c'est un exemple, tout à fait imaginaire, mais qui parle de vécu. Quand j'étais avocate au cabinet XYZ, j'ai négocié une transaction qui a permis à mon client d'économiser 10 millions d'euros. Là, j'illustre un talent de négociatrice. Donc, c'est ce travail qui va vous éclairer sur ce qu'on appelle vos compétences transférables ou transverses. Et en même temps, ça va renforcer votre confiance en vous. Vous pourrez aller piocher dans vos réussites celles qui vont illustrer le mieux les compétences qui correspondent à celles du poste pour lequel vous candidatez. Et puis, au cours de vos entretiens d'embauche, pour les préparer, exercez-vous à parler de vos réussites de manière percutante, toujours en utilisant le combiné verbe d'action plus résultat concret obtenu. Merci beaucoup, c'est extrêmement clair. Est-ce que vous auriez des conseils spécifiques sur les entretiens et toute les premières rencontres en distanciel? La plus grande difficulté, évidemment aujourd'hui, c'est que en distanciel, on voit beaucoup de choses. Alors d'autant plus quand il y a la caméra qui est là. Et à la limite, c'est peut-être plus facile puisque quand on est devant une caméra, on n'est pas masqué. Et donc, on perçoit quand même certaines choses dans le visage, dans les expressions de nos interlocuteurs qui vont permettre d'établir ce lien de confiance dont je parlais tout à l'heure, à travers ou alors de percevoir si on se sent pas, il y a quelque chose qui fait qu'on ne se sent pas à l'aise avec notre interlocuteur. C'est important de faire attention à ces signaux faibles, à la fois quand on est dans la position du recruteur, mais aussi quand on est dans la position du candidat. Si vous le permettez, j'aimerais dire un mot et m'adresser aux anciens des lycées français du monde, car il me semble qu'il y a un talent qui fait partie de notre ADN commun. Personnellement, grandir à l'étranger, ça m'a apporté une ouverture au monde, une ouverture à la différence, aux autres cultures, bien sûr une capacité à maîtriser plusieurs langues étrangères, une capacité, je pense aussi, à m'intégrer et à m'adapter à tout type d'environnement. Et au-delà de ces talents communs, on partage aussi des valeurs et une culture commune, et ça c'est très précieux.
Et je vous encourage, vous qui êtes anciens des lycées français du monde, à cultiver les liens d'amitié que vous avez pu tisser dans les lycées français pour tenir en éveil cette partie de votre identité. Et puis, les anciens des lycées français du monde, c'est aussi un réseau. Et c'est important qu'ensemble, nous fassions vivre ce réseau à travers notamment l'association des lycées français du monde. Donc, merci beaucoup d'avoir souligné ce point qui va peut-être de soi pour les gens qui nous écoutent, mais mérite toujours d'être rappelé. Merci beaucoup, Juliette Goyer. Je vais maintenant me tourner vers Moïse Sanchez Galindo. Vous êtes un ancien élève du lycée franco-hondurien. Vous avez 27 ans. Vous avez terminé vos études en septembre 2020, en pleine pandémie. Donc, vous êtes vraiment tombé en plein dedans. Vous êtes rentré sur le marché précisément au moment où le Covid-19 s'était déjà abattu sur le monde, mais enfin vraiment on sentait les effets de la crise. Vous avez vécu au Honduras, au Salvador, au Costa Rica, donc vous êtes riche de ces différentes cultures. Vous êtes hondurien et états-unien. Vous avez vécu à Lyon, vous avez passé une année d'études à Gdańsk en Pologne. Vous êtes licencié en économie et gestion de l'université Lumière Lyon 2, en économie management à l'université de Gdańsk en Pologne, donc, et diplômé à l'école de management de Grenoble. Donc vous allez nous raconter un petit peu comment vous avez vécu cette arrivée sur le marché du travail, vous qui êtes spécialiste de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion des logiciels et du service à la clientèle. Comment ça s'est passé? Vous avez fait un apprentissage, vous avez cherché du travail. Est-ce que vous pouvez un petit peu partager cette expérience pour toutes celles et ceux qui nous écoutent? Merci beaucoup pour cette introduction. Et avant toute chose, j'aimerais bien quand même passer un message d'encouragement pour toutes les personnes qui sont actuellement à la recherche d'un emploi. Et surtout, bien garder en tête qu'il faut être positif et qu'il faut bien se porter pendant cette période qu'on connaît très bien et la difficulté associée pour être efficace et pour bien cibler ce qu'on recherche comme nouvelle opportunité professionnelle. Donc, tout à fait, comme vous l'avez mentionné, mon diplôme a pris effet où mes études ont pris fin en septembre 2020. Et à ce moment-là, je travaillais pour une entreprise du numérique américaine, Microsoft. Donc, le marché en question dû au Covid a beaucoup changé. Et notamment les opportunités, comme le mentionnait Monsieur Acuité, les organisations ont décidé de faire des changements en interne, que ce soit pour mieux rediriger leur effort que comme leurs ressources, que ce soit humaines ou d'autres types. Donc, je n'ai pas pu envisager une nouvelle opportunité au sein de cette entreprise parce que on recherchait plutôt des personnes qui étaient très axées sur les hard skills, c'est-à-dire des personnes qui pouvaient répondre au marché, à l'évolution sur le moment. C'est-à-dire il fallait déployer des logiciels de communication dont on s'en sert aujourd'hui et qu'on connaît très bien. Et donc, il fallait une expertise absolue sur cet aspect-là. Néanmoins, d'un autre côté, c'est aussi une opportunité justement qui se présente sous la forme d'évaluer les autres industries et secteurs qui peuvent profiter de l'apparition ou de plutôt une nouvelle chance et ne pas seulement voir la crise sanitaire comme un impact négatif seulement. Donc moi concrètement, ce que j'ai dû faire, c'est comme le mentionnait Madame Goyer, c'est passer d'abord par une connaissance de soi, un travail d'introspection. Tout d'abord connaître sa valeur, savoir se mettre en valeur, c'est-à-dire cela passe par nos différents atouts en tant qu'anciens élèves des lycées français, c'est-à-dire le fait d'être multilingue, pouvoir capitaliser sur ses expériences tant académiques comme professionnelles. Et je crois aussi que quand on est à l'étranger, il faut savoir aussi accepter son profil en tant qu'étranger, dans le sens où on peut des fois être on peut avoir un recul plus grand et une vision plus stratégique des choses que nos concurrents pendant une recherche de travail. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris tout au long de nos différentes expériences vont venir nous apprendre et nous guider dans un chemin qui pourra être plus utile non seulement sur l'aspect
directe c'est-à-dire du contexte, de la conjoncture, c'est-à-dire répondre à un besoin sur le moment, mais capitaliser derrière et se dire, en fait, je suis capable de faire quelque chose sur le moment. Et derrière aussi, je pourrais déployer mes ressources, que ce soit pour des projets plus grands ou à long terme. Donc ça, c'était une première partie, connaître sa valeur. Aussi, savoir identifier son impact. C'est-à-dire que quand on est à la recherche d'une entreprise, on va sûrement se dire comment je peux être utile avec ce que j'ai fait par le passé ou avec ce que je souhaite apporter justement dans la nouvelle activité. Donc moi, je conseille aux personnes de toujours penser par rapport à 3 piliers. Premier, c'est la contribution à la réussite des autres, c'est-à-dire de votre futur collègue. Comment vous pensez que vous allez aider non seulement l'entreprise dans sa globalité, mais les personnes avec lesquelles vous allez travailler directement dans votre équipe. Quel est l'apport que vous allez avoir individuellement? Qu'est-ce que vous apportez concrètement jour au jour? Et comment vous allez construire des résultats avec des idées et les efforts de tous les collaborateurs, des clients ou même des partenaires. Si on arrive à identifier ces 3 choses et qu'on sait comment on peut avoir l'impact, ça aide beaucoup à pouvoir faire passer un message clair aux recruteurs et aux entreprises et surtout pour donner envie de vous recruter. Et une dernière bonne pratique, je pense que c'est quand on est jeune diplômé, on n'a pas forcément eu beaucoup d'expérience dans la négociation, mais il est impératif que les étudiants ou que les jeunes diplômés sachent que pendant le processus de recrutement, il est essentiel de savoir négocier avec son employeur. Il ne faut pas se laisser rabaisser parce qu'il y a une crise économique, sanitaire au niveau salarial. Il faut savoir qu'on encore ce qu'on vaut. Il faut savoir négocier ses missions et son temps aussi de travail. Et voilà, ce sont les trois grands axes que j'ai pu employer justement pour essayer de trouver une nouvelle opportunité. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières auxquelles vous ne vous attendiez pas nécessairement? Oui, très, très clairement. La première, c'était pendant mon dernier travail, c'est-à-dire que les opportunités se sont refermées ou ils ont complètement disparu du jour au lendemain. C'est-à-dire que la crise sanitaire a eu un impact directement sur l'accélération de la transformation digitale de certains métiers et certaines industries. Moi, je me trouvais à l'époque dans l'industrie du software. Donc, très clairement, une première chose, c'est les schémas qui se referment sur soi-même au sein d'une structure qui est assez grande, si on fait partie d'une grande entreprise. Donc, il y a certains profils qui sont privilégiés, comme le mentionnait M. Acuité dans le monde anglo-saxon, c'est plutôt sur les hard skills. Donc, moi, je faisais partie d'une entreprise américaine. Donc, très clairement, si on n'avait pas tous les parties hard, c'est-à-dire la connaissance des softwares à une profondeur vraiment, vraiment conséquente, où on était en quelque sorte directement laissé de côté ou on passait en deuxième plan. Donc ça, c'était une première difficulté, c'est-à-dire de appréhender que le marché s'adapte et va demander des choses différentes selon le contexte. Et la deuxième, c'est-à-dire que les entreprises qui ont une différente structure, que ce soit au niveau de la taille ou au niveau de leur activité, et qui ont eu des pertes financières, qui ont vu leur activité se rétrécir, ou tout simplement qui ont été amenées à être dans une dynamique avec plus de concurrents, se voient un peu en difficulté et quand ils passent à l'acte de vouloir recruter, à cause peut-être d'une certaine volonté de maîtriser leur budget ou leurs dépenses et d'être un peu plus dans le rapport de ce que la rentabilité est bonne ou la visibilité qu'on pourra avoir pourra apporter, ont tendance à proposer des postes plutôt en stage qu'en CDD ou en CDI, dans tous les cas au niveau de la région parisienne. Donc ça, c'était très clairement la deuxième difficulté, c'est-à-dire que les entretiens, ils étaient là, la volonté des entreprises aussi, mais derrière, le type de contrat n'était pas celui qu'on recherche normalement à la fin de ses études. Je voulais vous demander si vous aviez eu l'occasion, cette année, mais dans les années précédentes également, de vous appuyer sur le réseau des anciens élèves des lycées français du monde. Tout à fait. Donc, je pense que dans la recherche du travail,
il faut être clair que rechercher un travail, c'est une activité à temps plein. Et donc, en soi, c'est un travail. Et que pour réussir ce travail, il faut très bien avoir en tête qu'il faut élaborer une stratégie. Donc, pour élaborer une stratégie, il faut reconnaître, comme on l'a dit, les opportunités changeantes, les structures qui ont besoin d'embaucher. Il faut dédier du temps, il faut évaluer l'effort, l'efficacité de les endroits où on essaye de candidater. Et surtout, s'en souvenir que derrière les entreprises et les organismes, il y a des personnes. Donc, et les personnes sont toujours au centre et ce sont notre contact humain direct. Donc, il faut savoir que moi, de mon côté, je savais que faire appel à des références, que ce soit à un premier niveau de proximité dans mes cercles d'amis, de la famille, c'était un réflexe. Après, il faut élargir un peu, il faut retracer, comme l'a dit Madame Goyer, son passé et se dire, j'ai fait partie de quelle institution ou j'ai participé à quel type d'activité avec qui pour peut-être revenir et faire appel à ce réseau, que ce soit professionnel ou académique. Et en faisant appel à ce réseau, en fait, derrière, on peut obtenir de recommandations qu'on s'attend ou qu'on envisage d'avoir, qui vont jouer énormément sur les candidatures. Donc, il est essentiel de faire appel non seulement à son réseau actuel, mais à celui du passé et surtout à celui qui peut nous apporter le plus, c'est-à-dire actuellement celui du lycée français, parce que il va nous permettre de rentrer en contact, comme on l'a mentionné, avec des personnes qui sont multilingues et qui peuvent avoir une multiplication d'un réseau encore plus grand. Bien, merci beaucoup pour ces éclairages et ce partage d'expérience. Je vais maintenant me tourner vers Hélène Bayon pour parler d'un dispositif particulier qui s'adresse aux jeunes et qui s'adresse finalement à la population majoritaire dans l'association des alumni des lycées français du monde. Hélène Bayon, je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes responsable des relations école-université au service acquisition jeunes talents de la direction du volontariat international en entreprise de Business France. Ça fait plus de 30 ans que vous accompagnez à l'international les entreprises françaises dans des secteurs très variés, l'agroalimentaire, la mode, le luxe, la culture, etc., etc. Et depuis janvier 2019, depuis tout juste 2 ans. Vous êtes chargé de la sensibilisation des jeunes talents au dispositif VIA dans les écoles et les universités. Vous appuyez pour cela sur un réseau d'ambassadeurs de ces programmes, tout à fait emblématique des dispositifs français. Et vous avez fait en 2020, donc cette année si particulière, 90 interventions qui ont touché près de 15 000 candidats potentiel. Alors, merci beaucoup d'être avec nous, Hélène Bayon. Je vais commencer par vous poser une question extrêmement basique. Je m'en excuse par avance. Il y a le logo de Business France qui est tout en bas de la page que vous regardez. Alors, qu'est-ce que Business France? Et puis ensuite, qu'est-ce que le VIE et le VIA? Vous voyez effectivement le logo de Business France, derrière moi également, puisque vous voyez que même au télétravail, j'ai mon service BIC chevillé au corps. Alors, Business France, c'est la française pour l'internationalisation des entreprises, avec 4 missions principales. Aider les entreprises françaises à exporter, c'est la flèche rouge. Attirer les investisseurs français, les investisseurs étrangers en France, la flèche bleue. Promouvoir la France, ses talents dont vous faites partie ou vous soyez ces territoires. Et puis, ce qui nous réunit aujourd'hui à cette table ronde, nous gérons pour le compte de l'État français la formule VIE-VIA depuis qu'elle existe, c'est-à-dire 20 ans. Et nous sommes répartis dans le monde entier, avec dans 55 pays implantés directement et 74 bureaux. Donc nous avons nous-mêmes plus d'une centaine de VIA en poste dans tous nos bureaux. Et puis, comme vous l'avez dit, Ingrid, qu'est-ce que c'est que le VIE-VIA? C'est un dispositif emblématique créé par la France il y a une vingtaine d'années et qui est très fédérateur et qui rassemble, qui fait l'unanimité tant au niveau des jeunes qui ont tenté l'expérience que des entreprises qui peuvent en bénéficier. Alors, l'entreprise qui en bénéficie est française ou de droit moral français. Ça veut dire qu'une entreprise étrangère peut bénéficier du système, mais
sa filiale française qui contractualise avec Business France. Alors, je voulais poser la question à notre témoin Moïse Sanchez. Est-ce qu'il avait pensé à la formule quand il a été diplômé de GEM? Je pense que vu ses nationalités, il n'était peut-être pas éligible parce que j'ai compris que vous étiez américain et hondurien, c'est ça? Oui, en fait, j'ai une bonne connaissance et à l'époque, j'étais au courant de ce que c'est le VIE et ce que c'est le VIA. Malheureusement, je n'étais pas éligible parce que, du coup, on n'a pas une nationalité qui puisse nous permettre postuler à ce genre de travail. Mais ça reste quand même très intéressant pour moi, mes collègues et surtout pour toute la génération qui commence à être pressante dans le marché du travail. Alors, Hélène, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce fameux VIE, VIA, qui est Voilà. éligible? Ce dispositif, important de savoir qui est éligible, puisque comme je disais, plus de 130 nationalités représentées dans l'association des anciens des lycées français du monde entier. Et donc, pour être éligible, il faut avoir une nationalité de l'espace économique européen, c'est-à-dire 31 nationalités éligibles, les 27 de l'UE, puisque tout le monde sait que maintenant nous ne sommes plus que 27, plus Liechtenstein, Monaco, Islande et Norvège. Et bien évidemment, vous pouvez avoir une double nationalité. Exemple, le brésilien portugais, ou si Moïse avait été hondurien et espagnol, ça allait tout à fait. Donc voilà les 31 nationalités qui vous permettent d'être éligible. Et puis l'âge également, puisque vous devez avoir de 18 à 28 ans, partir la veille de vos 29 ans. Donc, comme disait le témoin précédent, partir à l'international, c'est le travail, c'est une stratégie. On cherche du travail, on mûrit et donc vous pouvez partir dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, jusqu'à la veille de vos 29 ans. C'est important de savoir que c'est une possibilité pour vous à valoriser si vous avez la nationalité qui vous permet de partir. Alors, l'âge, la nationalité, le diplôme n'est absolument pas exigé. Tout le monde peut partir du moment qu'il trouve l'entreprise qui lui confie la mission. Alors, partir en mission VIE, comme a dit Ingrid, c'est un dispositif français que beaucoup de pays nous envient et qui est plus que jamais adapté par les temps qui courent. Pourquoi? Parce que ça permet de partir à l'international, de démarrer sa carrière à l'international pour un jeune qui se voit confier une mission intéressante, motivante par une entreprise française ou de droit moral français. Et donc, comme disait Monsieur Akpouté juste à l'introduction de cette table ronde, bien sûr, il y a eu un coup d'arrêt au mois d'avril 2020, mais très vite, nous avons continué à envoyer des jeunes dans les pays qui pouvaient, les pays de mission qui étaient restés ouverts. Et en 2020, nous avons continué à partir du mois de mai à envoyer à peu près chaque mois entre 400 et 500 jeunes. Donc vous voyez une formule qui a 20 ans, qui a fait ses preuves. Toutes les personnes de Business France, des ambassades de France, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères que vous voyez affiché derrière moi sur le kakémono se sont mobilisées pour permettre aux jeunes de partir en mission VIE pour répondre aux demandes des entreprises. Parce que le jeune est intéressé, il démarre sa carrière à l'international en période comme de pré-embauche. C'est une véritable mission professionnelle qui est vécue et par l'entreprise et par le jeune comme une période de pré-embauche. Et puis, donc, le jeune intéressé par cette expérience et l'entreprise qui est le test grandeur nature. Alors, évidemment, il y a eu des coups d'arrêt, notamment pour tout ce qui était tourisme, etc. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de ressources humaines à l'étranger pour continuer le business dans la finance, dans tout ce qui est industrie, comme on a cité tout à l'heure, tout ce qui est technique, le commercial. Chaque entreprise a toujours besoin de beaucoup de métiers et notamment à l'international. Donc, ce qui nous réunit là aussi, on a bien compris, c'est l'international.
Vous, l'international, c'est dans vos gènes, puisque vous avez appris à marcher, votre terrain de jeu, vos premiers pas ont été faits souvent dans le monde entier. Donc, c'est normal pour un jeune qui a appris à marcher avec la perspective du monde entier, de penser à la formule volontariat international, donc E en entreprise ou A en administration. Justement, Hélène, concrètement, quand on est un jeune et qu'on veut partir en VIE, comment on trouve une mission? Derrière moi, vous voyez CiviWeb, c'était le nom de l'ancien site pour s'inscrire, le site incontournable pour trouver sa mission VIE. Alors, vous comprendrez que comme on a changé le site au mois de décembre, je n'ai pas encore le kakémono qui va bien. Donc, je vous encourage à regarder tout de suite. Mon volontariat international, c'est le nom du nouveau site. Mais même si vous tapez CiviWeb, bien évidemment, vous serez redirigé pour ceux qui connaissaient ou qui étaient déjà inscrits. Donc, vous êtes éligible. J'ai rappelé qui pouvait être éligible. Vous vous inscrivez sur ce site et vous pouvez trouver votre mission grâce à ce site. Aujourd'hui, 1400 offres de missions VIE sont à pourvoir. Toutes les offres VIA y sont. Les offres VIE y sont ou pas parce que l'entreprise n'est pas obligée de mettre son offre sur notre site. Elle peut le mettre sur son site carrière, sur les réseaux sociaux, donner de bouche à oreille à ses alternants, à ses stagiaires ou en interne, hein, puisque jusqu'à 29 ans. Et puis, on a beaucoup parlé du mot réseau. Profitez aussi de tous les réseaux que vous avez entre les entreprises que vous connaissez, avec votre expérience, votre formation, etc. J'insiste vraiment sur le réseau. En faisant connaître ce dispositif génial aux entreprises qui ne le connaîtraient pas et aux jeunes qui ne le connaîtraient pas. Et pourquoi aussi d'autant plus important cette année, c'est que l'État français veut mettre en avant ses talents, sa jeunesse dont vous faites partie. Avec l'employabilité, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui à cette table ronde, en mettant sur la table 15 millions d'euros en plus pour le chèque relance VIE. Donc aujourd'hui, en 2021, toute entreprise, de la start-up à la PME ETI, et y compris les grands groupes sous certaines conditions, peuvent avoir droit à ce chèque relance, donc 2 chèques relance par entreprise. Vous voyez, il y a 3000 chèques relance à distribuer. Moi, mon objectif cette année, c'est qu'ils soient tous distribués et le plus vite possible. Donc, un dispositif vraiment bien adapté autant qu'on vit aujourd'hui et qui permet aux jeunes de rester optimistes et d'envisager sa carrière à l'international. Donc oui, le VIE, c'est vraiment une formule géniale que je vous encourage à tester. Bien, merci beaucoup Hélène, je crois que c'était très clair. Vous avez indiqué les ressources, vous avez indiqué le nouveau site web. Et maintenant, je vais vous poser en fait quelques questions qui ne sont pas les miennes cette fois, mais qui sont des questions d'anciens élèves des lycées français du monde. Tout d'abord, Cédric Seton, ancien élève du lycée français Montaigne à N'Djamena au Tchad, avait une question pour vous Didier à côté, mais je crois que vous y aviez largement répondu. Je vais quand même dire la question et pour rappeler que les réponses ont été données par vous, Didier à côté, mais par aussi les autres intervenants. Donc, pour inviter Cédric et les autres à se repencher sur les minutes qui ont précédé ou l'heure qui a précédé dans ce débat. Il se demandait comment valoriser, dans le contexte international qu'on connaît, son profil international. Donc, c'était l'objet de toutes nos discussions. Donc, je crois que le mieux, ça serait qu'il aille les réécouter. Ensuite, je vais poser la question de Émilie Chen, ancienne élève du lycée français international Charles de Gaulle de Pékin, en Chine, qui vous est adressée à vous, Didier à côté, mais aussi à Juliette Goyer. Elle remarque qu'on parle de plus en plus de digital nomadisme, c'est-à-dire travailler de façon un peu déconnectée ou reconnectée, connectée en tout cas, de n'importe où dans le monde. Comment peut-on valoriser cela au sein des entreprises et du process de recrutement? C'est plutôt une bonne preuve d'adaptabilité, hein. Ces nomades digitaux qu'on voit avec en plus des offres aux Seychelles, à Dubaï, dans plein de paradis, même si c'est vrai, on n'a pas d'interaction réelle avec l'environnement. Je pense que ça montre que
aujourd'hui, on a intégré le digital dans sa façon de travailler. Et puis surtout, c'est pas tellement d'être nomade digital, mais c'est ce qu'on fait pendant qu'on est nomade digital. Et ça aussi, c'est très important, notamment pour les jeunes diplômés ou des moins jeunes. Bah, quand on est nomade digital et qu'on travaille à distance, je crois que si on peut, l'environnement dans lequel on se trouve, c'est peut-être de développer des projets, dans la limite, bien sûr, des possibilités et des contraintes de la crise sanitaire. Mais si on peut participer à des projets sociaux, à des projets environnementaux, à des projets de développement, je trouve que c'est formidable. Le nomadisme digital trouve un double sens parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être assis sur une terrasse aux Bahamas en train de péter, mais c'est être quand même un acteur de l'environnement dans lequel on s'évade pour montrer aux entreprises qu'on contribue au changement. Donc ça me paraît un point important, c'est de ne pas se limiter au nomadisme, mais d'être acteur nomade dans l'environnement dans lequel on est, dans la mesure du possible. Et c'est plutôt valorisant pour montrer toute son adaptabilité et le fait qu'on reste très mobile, à mon avis. Merci beaucoup, Juliette. Qu'en pensez-vous? Mais je pourrais tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec Lydia Couété sur cette idée de talent d'adaptabilité. Ça révèle aussi beaucoup de flexibilité et d'agilité, qui sont des qualités qui sont beaucoup appréciées aujourd'hui. Alors c'est vrai que le terme nomade, pour moi, renvoie plutôt quelque part à un choix de vie. Et donc il faut que ce choix de vie corresponde aussi à un choix que l'entreprise à laquelle on s'adresse est en mesure d'accepter. C'est pas toujours possible, même si quand même avec le développement du travail à distance aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui se disent prêtes au-delà de la fin de la pandémie à continuer à développer le travail à distance. Alors peut-être pas à 100%, mais 1 ou 2 jours par semaine. Merci beaucoup pour ces éclairages plutôt rassurants et pour les gens qui sont entre plusieurs lieux et qui savent faire preuve d'agilité, comme vous disiez. Alors justement, Juliette, une autre question pour vous de Rania Elbacha, ancienne du lycée Descartes à Rabat au Maroc. Elle explique qu'elle a perdu son emploi lors du premier confinement et se demande comment valoriser cette expérience d'inactivité forcée sur son CV. Alors, une activité forcée sur le plan professionnel, oui. Moi, j'aurais envie de lui poser comme question, qu'a-t-elle fait et comment a-t-elle occupé son temps au cours de cette période? Comment a-t-elle surmonté cette période? Voilà, je ne sais pas, est-ce que elle s'est morfondue chez elle ou au contraire, est-ce qu'elle a développé des talents pourrait révéler d'autres facettes de sa personnalité. Si je peux donner un exemple qui est personnel, moi pendant le confinement, j'ai fait des choses que je n'avais jamais fait auparavant. Par exemple, je me suis mis à relooker des meubles, à décaper, à repeindre. Donc j'ai découvert en moi des talents que je ne connaissais pas, de créativité, et j'ai vu que je savais aussi faire des choses avec mes mains. Donc voilà, j'ai envie de lui poser la question et d'aller s'interroger sur les talents qu'elle a pu exprimer ou découvrir au cours de cette période. Et si elle n'a rien fait de particulièrement nouveau, comment est-ce qu'elle a surmonté cette période sur le plan, par exemple, émotionnel? Très bien. Écoutez, Rania Elbacha, vous avez un début de réponse. Alors, maintenant, j'ai une question plus spécifiquement pour Hélène Bayon, et c'est la dernière question. Elle nous vient du Vietnam. Elle vient de An Can Pham Phu, je ne sais pas, j'espère que je n'écorche pas votre nom, qui est ancien élève du lycée Alexandre Yersin à Hanoï. Et il dit, en France, on aime beaucoup les étiquettes. Le Covid change-t-il enfin la perception des profils pour valoriser la polyvalence, notamment pour les VIE? Je pense que c'est encore un peu trop tôt, si vous permettez, pour voir l'effet de cette crise sur les profils recherchés. Mais effectivement, il n'y a pas que l'étiquette, hein. On peut avoir une très très belle formation. Vous savez que ce qui compte dans la vie, c'est l'intelligence de situation. Et ça, quand on est jeune, on ne se rend pas compte. C'est quand on est sur le terrain qu'on peut le mesurer. C'est pour ça que le VIE est une période
très propice pour l'entreprise comme pour le jeune, parce que comme je disais, on se teste grandeur nature, on voit l'intelligence de situation, tout ce qui n'est pas le hard skill, mais tout ce qui est justement le soft skills. Et rien de tel que, j'aime bien cette phrase qui dit, c'est au feu de la mitraille qu'on voit la valeur du soldat. Donc là aussi, il faut que les sociétés osent prendre quelqu'un qui n'aurait pas un diplôme, une belle étiquette, mais une intelligence de situation qu'il a pu démontrer. Et comme disait notre coach, Madame Goyer, eh bien, à vous, dans votre parcours, de montrer que vous pouvez tout à fait être adapté à la situation, à la mission du poste qu'on vous confie. Et c'est ça pour partir en mission VIE, bien sûr, la formation, mais montrer que vous êtes curieux, que vous êtes audacieux, que vous n'êtes peut-être pas le mouton à 5 pattes, mais que vous êtes prêt à le devenir. Et effectivement, répondez à une mission, même si vous n'avez que 60% des qualités requises, allez-y, osez. J'insiste sur cette table ronde, osez, ayez de l'audace. Il y a un mot que j'aime bien, il y a le mot réseau, vous avez compris, mais il y a aussi le mot pugnace. Dans la vie, il faut être pugnace, que ça soit pour trouver votre mission VIE, votre job et dans votre vie tout court. Et si vous permettez, pour conclure, je vous laisse ce proverbe arabe que j'ai trouvé sur mon calendrier, que je trouve génial. Je m'adresse là à tout notre public. Ne baisse pas les bras, tu risquerais de le faire 2 secondes avant le miracle. Alors oui, il faut croire en vous, il faut oser, il faut avoir de l'audace, vous y arriverez. Merci beaucoup pour ce très beau proverbe, très inspirant. Merci à tous les 4. On retiendra de ces échanges qu'il faut de l'audace, de la pugnacité, de l'adaptabilité, que chercher un travail est un travail, que cela demande du temps, de la recherche sur les marchés, les entreprises, mais aussi de la recherche intérieure, que ça demande une forme d'introspection, de connaissance de soi, que quand on a vécu à l'étranger, quand on a fait ses études dans un lycée français de l'étranger, eh bien, on a acquis aussi des soft skills, on a acquis de l'adaptation, de l'adaptabilité, une ouverture sur le monde, qu'on peut s'appuyer sur un réseau important. Donc, autant de points positifs, je crois, pour faire face au mieux à la suite et j'espère la fin de cette crise sanitaire qui nous ébranle toutes et tous. En tout cas, merci beaucoup à vous 4 et merci beaucoup à l'association des alumni des lycées français du monde. Je tiens juste à préciser un petit mot avant de partir. Pour les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées, mon entreprise actuellement recrute. Donc, nous avons des opportunités en CDI comme en CDD et aussi pour les stagiaires de fin d'études. Donc, soyez en toute liberté de me contacter si vous le souhaitez ou les personnes que vous pouvez connaître, de lui relayer le message aussi. Meilleur post-scriptum. Merci beaucoup.